Ma femme n'a pas avoué. C'est mon patron qui l'a fait. Il m'a regardé droit dans les yeux, de l'autre côté de son bureau en chaîne, pendant ce qui devait être mon entretien annuel, et il m'a dit quelque chose qu'aucun mari ne devrait jamais entendre de la bouche d'un autre homme. Au début, je n'ai même pas compris. Les mots flottaient dans l'air, comme une suite de sons détachés de tout sens. J'étais assis bien droit sur la chaise, mon dossier posé sur mes genoux, prêt à parler de mes objectifs, de perspectives d'évolution, de ce poste de responsable d'équipe qu'on me faisait miroiter depuis 2 ans. Derrière lui, à travers la grande baie vitrée, on voyait les tours de la Défense trouer un ciel parisien déjà fatigué, gris sans conviction. Le reflet des néons de l'open space vibrait vaguement sur la vitre. On entendait au loin le bourdonnement constant des conversations, le frottement des chaises, le bip des badges sur le portique d'entrée. Laurent Dupray, directeur régional, costume sur mesure, cravate toujours parfaitement nouée, la cinquantaine sportive, un homme qui donnait l'impression de ne jamais transpirer, même en plein été, semblait tout à coup moins sûr de lui. Ses mains étaient jointes sur le bureau, les phalanges blanches. Il évitait mon regard. Ce simple détail m'a mis mal à l'aise. Julien, a-t-il commencé, la voix plus douce que d'habitude, avant qu'on parle de ton année, il y a quelque chose dont il faut qu'on discute. C'est personnel. Personnel. Ce mot n'avait rien à faire ici, au 10e étage d'une tour de verre, entre un tableau Excel projeté sur le mur et le logo de la boîte imprimé sur toutes les chemises. J'ai froncé les sourcils. Personnel, comment ça ai-je demandé. Il a soupiré, longuement, comme un homme qui recule le moment où il sait qu'il va mettre le feu à un bâtiment déjà imbibé d'essence. « Ce que je vais te dire va te faire du mal », a-t-il repris, « et je ne vois aucun moyen de l'enrober. Mais tu mérites de l'entendre de moi, pas d'apprendre ça par quelqu'un d'autre, pas de le découvrir par hasard. » Mon cerveau a cherché des explications, mais toutes restaient dans le domaine professionnel. Je me suis préparée à une mauvaise nouvelle. Peut-être que le poste n'était finalement plus d'actualité. Peut-être qu'il y avait un plan social, un gel des recrutements. Peut-être que quelqu'un avait remis en cause mon travail. Mais pas ça, jamais ça. Il a marqué une pause, puis a lâché d'une voix blanche. « J'ai une relation avec ta femme, avec Camille, depuis plusieurs mois. » Il n'y a pas eu de grand bruit dans ma tête, pas de fracas, juste un grand vide, impressionnant, comme si toutes les pensées s'étaient effacées d'un coup. Je l'ai regardé sans comprendre. J'ai même eu un petit rire, sec, nerveux. « Vous plaisantez là ?» ai-je laissé échapper. « C'est une blague, un truc tordu organisé avec les RH pour je ne sais pas quoi, une sorte de test de loyauté ?» Il n'a pas souri. « Non, a-t-il dit. Ce n'est pas une blague, ce n'est pas un test. J'ai dépassé une limite que je n'aurais jamais dû approcher. Avec ta femme. » Il a prononcé « ta femme » comme si ces 2 mots lui brûlaient la bouche. Mon cœur battait bizarrement, trop vite et trop lentement à la fois. J'ai senti une chaleur remonter dans ma poitrine, une vague qui ne trouvait pas de direction. « Depuis quand ?» ai-je demandé, d'une voix étonnamment calme. Il a fermé les yeux une fraction de seconde, comme pour trouver le courage de continuer. « Environ 8 mois, a-t-il admis. 8 mois ? Le temps a commencé à se tordre. 8 mois de ma vie ont défilé dans ma tête, comme des photos mal rangées dans une boîte en carton. Une soirée où je suis rentrée à minuit passé après un bouclage trimestriel infernal, un week-end que j'ai passé sur mon ordinateur à corriger des slides pour un comité de direction pendant que Camille faisait semblant de lire sur le canapé. Les fois où elle m'a dit, en souriant vaguement, qu'elle sortirait prendre un verre avec une copine. Les notifications qu'elle escamotait d'un geste rapide en faisant glisser son téléphone sous un coussin. 8 mois, c'était long, c'était large. Ça laissait suffisamment de place pour qu'une autre vie se glisse entre les plis de la nôtre. « Pourquoi vous me dites ça maintenant ?» ai-je demandé, chaque mot pesant dans ma bouche. « Pourquoi aujourd'hui ? Pourquoi ici ? Pourquoi comme ça ?» Il a posé ses coudes sur le bureau et a croisé les doigts, comme s'il cherchait à se retenir de faire un geste qu'il regretterait. « Parce que je n'en peux plus, a-t-il avoué. Parce que te regarder en réunion, te parler de ton avenir ici, tout en sachant ce que je faisais derrière ton dos, c'est devenu insupportable. Parce que ce que je fais est ignoble et que je ne peux pas continuer comme si de rien n'était. Ça devait s'arrêter. » Je l'écoutais parler et plus il parlait, plus sa voix semblait venir de loin. « Cam,
Elle est au courant que vous me le dites ai-je demandé. Il a marqué un silence qui a suffi comme réponse. Non, a-t-il fini par dire. Elle ne sait pas que je t'en parle. Elle voulait que ça se termine sans bruit, sans conséquences. Elle disait qu'elle ne voulait pas te faire souffrir, qu'elle t'aimait encore, que c'était une erreur qui avait duré trop longtemps. J'ai senti quelque chose se fissurer en moi, discrètement, comme un fil qu'on coupe avec des ciseaux trop fins pour faire du bruit. Et vous, ai-je repris, vous avez eu pitié de moi, c'est ça? Vous avez décidé que vous aviez trop mauvaise conscience, alors vous êtes venu vous confesser ici, au milieu des tableaux de bord. Il a baissé les yeux. Je ne cherche pas à me faire plaindre, Julien. Je ne cherche pas à justifier quoi que ce soit. Je t'ai trahi, à la fois comme patron et comme homme. Et je sais qu'il n'y a rien à répondre à ça, mais je ne pouvais plus faire semblant. Un silence lourd a rempli le bureau. Je sentais le cuir de la chaise crisser quand je bougeais à peine, le bruit lointain de l'imprimante dans le couloir, le bip d'un micro-ondes dans la kitchenette. « Et ma promotion ?» ai-je demandé, soudain. « On peut en parler? Elle était réelle au moins? Ou vous vous contentiez de me tenir à bonne distance, histoire de calmer votre culpabilité ?» Il a grimacé. « Tu es bon dans ton travail, tu le sais, tout le monde le sait. Tu la méritais, cette évolution. » Mais oui, je t'ai freiné parfois, inconsciemment au début, puis sans doute moins inconsciemment. Te rapprocher de moi dans l'organigramme, t'inviter dans plus de réunions, partager plus de choses professionnelles avec toi, ça devenait insupportable. Donc, pour résumer, ai-je dit, les mots sortant tout seuls, vous couchez avec ma femme et vous m'empêchez de progresser, le tout en invoquant votre éthique tardive. Il a encaissé sans protester. Tu as le droit de faire ce que tu veux de cette information, a-t-il ajouté. Aller voir les RH, un avocat, porter plainte, je prendrai ma part. Je ne suis pas là pour négocier quoi que ce soit. J'avais juste besoin que la vérité existe ailleurs que dans ma tête. Je me suis levée. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire, mais je savais que je ne pouvais plus rester assis là, face à lui, dans ce bureau où tout prenait soudain une toute autre couleur. Notre photo d'équipe posée sur l'étagère, les trophées en verre, le mug meilleur manager offert lors d'un séminaire ridicule dans un château de Provence. « Je dois partir », ai-je dit. Il s'est levé aussi, presque par réflexe. « Julien, si tu prends la voiture, fais attention, si tu ne te sens pas… » « Je ne vais pas me jeter dans la Seine, l'ai-je interrompu froidement. Vous n'aurez pas ce coup-là sur la conscience en plus. Je me suis dirigée vers la porte. Avant de l'ouvrir, je me suis arrêtée une seconde. Une dernière question, ai-je dit, sans me retourner. Est-ce que vous avez culpabilisé avant aujourd'hui, ne serait-ce qu'une fois? La réponse a pris un temps. Oui, a-t-il soufflé enfin. Chaque fois que tu entrais dans mon bureau. Je n'ai rien répondu. J'ai ouvert la porte et je suis sortie dans le couloir. L'open space semblait identique, mais tout avait changé. Les écrans, les plantes en plastique, les conversations à voix basse, la machine à café qui crachait un expresso trop clair. Certains collègues ont levé les yeux vers moi. J'ai croisé quelques regards, sans savoir si quelque chose trahissait sur mon visage ce qui venait de se produire. Puis j'ai rejoint mon bureau. L'écran de mon ordinateur attendait que je tape mon mot de passe. Mes doigts étaient suspendus au-dessus du clavier, mais je ne parvenais pas à bouger. Il m'a fallu plusieurs secondes pour réaliser que je m'étais simplement connectée par réflexe, sans même m'en rendre compte. Une notification Teams est apparue sur un coin de l'écran. « Tu viens à la réunion de 10 heures ?» signé Farid, mon collègue du bureau d'à côté. J'ai fixé le message comme si c'était écrit dans une autre langue. Je me suis entendue répondre « Je ne me sens pas bien, je rentre ». J'ai attrapé mes clés, mon téléphone, mon portefeuille. J'ai éteint l'écran, pris ma veste posée sur le dossier de la chaise. Et j'ai traversé l'open space comme un fantôme. Les bruits me semblaient amplifiés et lointains à la fois. Le bip du badge à la sortie a eu un son trop aigu. Quand la porte donnant sur le parking s'est refermée derrière moi, l'air de novembre m'a frappé au visage. Un froid humide qui s'insinue partout, typiquement parisien. Je me suis arrêtée une seconde pour respirer profondément, comme si l'air pouvait nettoyer quelque chose en moi.
Ma vieille Clio grise m'attendait sur sa place, coincée entre un SUV noir et une compacte blanche. J'ai ouvert la portière, me suis assis et je n'ai rien fait pendant plusieurs longues minutes. Le volant entre les mains, les yeux fixés sur le mur de béton face au pare-brise. Mon téléphone a vibré. Camille, ça va? Pourquoi tu n'es pas joignable? Tout va bien au boulot? Tu peux m'appeler? Je n'ai pas répondu. J'ai démarré, sorti lentement du parking, rejoint la départementale. Au lieu de prendre la direction de la maison, j'ai tourné vers la Seine. Il y a, de l'autre côté du pont, un quai un peu plus calme que le reste, avec quelques bancs, des arbres qui perdent leurs feuilles et un bout de vue sur l'île. Je m'y suis garée presque machinalement. Le fleuve coulait, comme toujours, indifférent à mes drames. Des péniches passaient au ralenti. Un jogger respirait fort en me dépassant. Une dame promenait un petit chien qui reniflait chaque lampadaire. Je me suis adossée à la rambarde, les mains dans les poches, et j'ai laissé les pensées défiler. Camille. On s'était rencontrés 10 ans plus tôt, à une soirée chez des amis communs dans un appartement du 11e. Elle portait une robe bordeaux et riait en parlant avec les mains. Elle avait cette façon de vous regarder comme si tout ce que vous disiez était important. Je l'avais trouvée lumineuse. On avait parlé de tout et de rien dans la cuisine, un verre de vin à la main, pendant que quelqu'un galérait avec la playlist dans le salon. On s'était mariés 3 ans après. Une mairie de banlieue, un cocktail dans un petit domaine loué pour l'occasion, un DJ trop enthousiaste. C'était simple, joyeux, on avait des projets, des envies, des listes écrites à la va-vite sur des carnets qu'on ne finissait jamais. Et puis la vie avait commencé à s'empiler. Le travail, les heures supplémentaires, les factures, les transports. J'avais accepté ce poste dans ce groupe en CDI après des années de précarité. Je n'avais pas voulu baisser la garde, alors j'avais dit oui à tout. Les soirées, les week-ends, les deadlines impossibles. C'est le temps de faire ses preuves, me répétait-on. Et moi, j'entendais, si tu refuses, quelqu'un d'autre prendra ta place. Camille s'était peu à peu éloignée de ce monde-là. Elle, qui travaillait dans une bibliothèque municipale, faisait des horaires réguliers, rentrait à 18h, faisait à manger en écoutant France Inter. Moi, je rentrais à 21h, 22h, parfois plus, avec des yeux qui brûlaient et le cerveau saturé. Elle m'avait dit plusieurs fois qu'elle se sentait seule, qu'elle avait l'impression de vivre à côté de moi, qu'elle ne savait plus comment créer des moments à deux. Je l'avais écoutée la première fois, la deuxième, la troisième, puis j'avais commencé à hocher la tête en regardant mon téléphone. Ça ira mieux après ce trimestre, je répétais, après ce gros projet, après la prochaine RE accent EORG. Après ne venait jamais. Mon téléphone a vibré encore. Ce n'était pas Camille, c'était ma sœur, Lucie. Ça va? Camille m'a appelée, elle pleure, qu'est-ce qu'il se passe? Je l'ai rappelée. Tu es où? A-t-elle demandé d'une voix déjà inquiète. Au bord de la Seine, ai-je répondu, vers le pont. Qu'est-ce qu'il se passe, Julien? Elle m'a juste dit que tu ne répondais plus et qu'elle avait l'impression que tu savais quelque chose. Je me suis passé la main sur le visage. Elle te dira sans doute sa version, je préfère te dire la mienne. Laurent m'a dit ce matin qu'il couche avec elle depuis 8 mois. Un silence choqué à l'autre bout du fil. Ton Laurent, le directeur, a-t-elle fini par souffler. Oui, mon patron. Un juron lui a échappé, ce qui ne lui arrivait pas souvent. Tu es avec quelqu'un, m'a-t-elle demandé aussitôt. Tu n'es pas seule, dis-moi que tu n'es pas seule. Je suis seule, ai-je répondu, mais je suis debout, je ne suis pas sur le rebord d'un pont, t'inquiète pas. Ce n'est pas drôle, a-t-elle répliqué sèchement. Tu veux que je vienne? J'ai gardé le silence un instant. Pas maintenant, ai-je dit. J'ai besoin de digérer, de mettre de l'ordre dans ma tête avant de parler à qui que ce soit d'autre. Tu ne peux pas porter ça tout seul, a-t-elle insisté. Je ne te repousse pas, Lucie, mais si tu viens là tout de suite, tu vas vouloir me protéger, me dire quoi faire, et j'ai encore besoin d'être en vrac. Elle a poussé un long soupir. D'accord, mais promets-moi une chose. Ce soir, tu ne dors pas seule sans m'avoir reparlé. Ou tu viens chez moi, ou je viens chez toi. Mais ne disparais pas, Julien, pas maintenant. Je te promets de te tenir au courant, ai-je répondu. On a raccroché. Je suis restée encore un moment à regarder le fleuve, à essayer d'imaginer ma vie sans Camille, à imaginer ma vie avec cette version d'elle, celle qui rencontrait mon patron je ne savais où, je ne savais quand, pendant que je croyais assurée pour nous deux. Au bout d'un moment, la lumière a commencé à changer. Le froid s'est fait plus mordant. J'ai regagné la voiture sans savoir si je devais rentrer ou non.
J'ai mis le contact et cette fois, j'ai pris la route de la maison. Les immeubles défilaient, leurs balcons encombrés de plantes en pot et de chaises pliantes. Les feux passaient du vert à l'orange au rouge, comme d'habitude. Au-dessus du périphérique, une file de voitures klaxonnait déjà. Rien n'avait changé, et pourtant plus rien n'était pareil. Quand j'ai tourné dans notre rue, j'ai senti mon cœur accélérer. Notre pavillon mitoyant, crépi beige, volet roulant un peu tordu, était là, sagement posé entre deux maisons identiques. La lumière était allumée dans le salon. La voiture de Camille était garée comme toujours devant le portail. Je me suis garée derrière, j'ai coupé le moteur et pendant quelques secondes, je suis restée là, à serrer le volant comme si c'était la seule chose solide qu'il me restait. Puis je suis descendue. La porte d'entrée s'est ouverte avant même que j'aie pu mettre la clé dans la serrure. Camille était là, dans le couloir, les yeux rouges, les mains tremblantes. Elle portait un vieux pull gris et un jean. Elle avait l'air épuisée. « Mon Dieu, Julien !» a-t-elle lâché en me voyant. « Où tu étais? Je n'arrivais pas à te joindre. J'ai cru. » Je l'ai coupée d'un simple geste de la main. « On doit parler », ai-je dit. Elle s'est figée. Une ombre est passée sur son visage. Elle s'est effacée pour me laisser entrer, puis m'a suivie jusqu'au salon comme une ombre. Je me suis assise sur le canapé. Elle s'est assise en face, dans le fauteuil. La table basse entre nous faisait office de frontière. « Tu me fais peur, Julien », a-t-elle murmuré. « Qu'est-ce qu'il y a? Ça s'est mal passé avec Laurent ?» « Oui », ai-je répondu, « très mal. » Elle a avalé difficilement sa salive. « Qu'est-ce qui... J'ai parlé avec lui de toi », ai-je interrompu. Elle a blêmi. Ses mains se sont crispées sur ses genoux. « Qu'est-ce qui... t'a dit ?» Sa voix tremblait à peine, mais je l'ai entendue. « Que vous avez une liaison, depuis 8 mois. » Il y a eu un silence, dense, total. Son visage s'est vidé de toute couleur. Elle a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti tout de suite. Ses yeux se sont remplis de larmes trop vite, comme si le barrage avait déjà été fissuré avant même que je n'arrive. « Il t'a dit ça comme ça ?» a-t-elle soufflé. « Là-bas, au bureau ?»« Dans son joli bureau avec vue sur les tours, oui, » ai-je confirmé, juste avant de me parler de mon plan de carrière. Elle a laissé échapper un petit gémissement et a porté une main à sa bouche. Il n'était pas censé. Elle s'est arrêtée net, consciente de ce que ces mots impliquaient. Il n'était pas censé me le dire, ai-je terminé pour elle. C'est ça? Ses épaules se sont affaissées. Elle a retiré la main de sa bouche. Ses doigts tremblaient. C'était censé se finir sans éclat, a-t-elle murmuré. Sans tout ça. Je les regardais longuement. Sans que je sache, tu veux dire. Elle n'a pas répondu. Ses larmes ont commencé à couler, silencieuses. Je ne voulais pas te faire de mal, a-t-elle ajouté dans un souffle. Je sais que ça a l'air absurde, mais c'est vrai. Je ne voulais pas que tu souffres. Tu m'as épargné 8 mois de vérité, ai-je corrigé. C'est sûr que c'est une forme de protection. Elle a secoué la tête, comme si elle voulait se réveiller. Julien, je ne sais même pas par où commencer. Par le début, ai-je proposé. Ce n'est pas une mauvaise idée généralement. Comment on en arrive à coucher avec le patron de son mari? Ça m'intéresse. Elle a fermé les yeux, inspiré profondément, puis les a rouverts, brillants. J'étais seule, a-t-elle dit, vraiment seule. Je t'ai répété des dizaines de fois que je ne te voyais plus, que j'avais l'impression de vivre avec un fantôme qui passait prendre un sac propre avant de repartir. À chaque fois, tu disais que c'était une période chargée, que ça allait se calmer. Ça ne s'est jamais calmé. Et donc, ai-je répliqué, la solution logique, c'était de te rapprocher de l'homme qui me faisait bosser comme un âne. Ce n'était pas calculé comme ça, a-t-elle protesté, la voix brisée. Au début, c'était juste des discussions. Je suis tombée sur lui par hasard un soir où j'étais venue te chercher et où tu étais encore en salle de réunion. Il m'a offert un café en m'attendant, il m'a demandé comment je vivais tes horaires. J'ai parlé, j'avais besoin que quelqu'un m'écoute et toi, tu étais jamais là. Donc, vous avez commencé par partager mes défauts autour d'un distributeur de café, ai-je résumé. Charmant. Elle a pris ma remarque en pleine figure.
Tu me manquais, a-t-elle insisté. Je ne savais plus comment te le dire sans qu'on tombe toujours sur la même conversation. Avec lui, je pouvais me plaindre sans qu'il se sente attaqué. J'avais l'impression d'exister à nouveau. Tu aurais aussi pu, je ne sais pas, aller voir une psy, un ami, ta sœur, ma sœur, n'importe qui ne partage pas ma fiche d'évaluation annuelle. Elle a baissé la tête. Je ne vais pas prétendre que je n'ai pas de responsabilité, a-t-elle dit. Je sais très bien ce que j'ai fait. La première fois, c'est moi qui l'ai embrassé. J'étais en colère, fatiguée, ivre de reconnaissance mal placée. Et j'ai franchi une limite. Je me suis détestée tout de suite après. J'ai voulu arrêter. Je lui ai dit que c'était une folie, que je t'aime, que je ne voulais pas te perdre. Un silence a rempli le salon. On entendait le bruit d'une voiture qui passait dans la rue, le grincement léger du radiateur. Et pourtant, ai-je soufflé, tu ne t'es pas arrêté. Elle a hoché la tête, les larmes coulant librement maintenant. Chaque fois que j'essayais, il me disait que tu ne changerais pas, que tu étais mariée à ton travail, que tu finirais par me perdre de toute façon. Et une partie de moi le croyait. Je me sentais vue, écoutée, désirée. Par mon patron, ai-je répété. C'est pratique, tu n'avais pas besoin de le présenter à tes amis, ils le connaissaient déjà de nom. Arrête, s'il te plaît, a-t-elle murmuré. Je sais à quel point c'est moche. Tu n'as pas besoin d'en rajouter. Tu n'as pas besoin de m'expliquer à quel point c'est moche, ai-je rétorqué. Je le vis très bien de l'intérieur. Je me suis levée. Rester assis me donnait l'impression d'étouffer. Elle a tendu une main vers moi, puis l'a retirée, comme si elle avait touché une plaque brûlante. « Tu vas où » a-t-elle demandé d'une voix paniquée. « Pas très loin, ai-je dit. Je ne vais pas brûler la maison ni jeter ta voiture à la rivière. Je vais juste sortir de cet aquarium pour respirer, et je ne dormirai pas ici ce soir. » Ses yeux se sont remplis d'une terreur différente. « Julien, non, s'il te plaît, reste. On peut parler, on peut... » On a parlé, ai-je coupé. On reparlera sans doute, mais pas ce soir. Ce soir, tu vas rester seule avec ton miroir, et moi je vais dormir dans un endroit où notre lit ne sentira ni toi ni lui. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Ses épaules se sont mises à trembler. « Tu vas chez ta sœur » a-t-elle demandé. « Je ne sais pas encore, mais je ne vais pas disparaître si c'est ce que tu crains. Tu pourras continuer à te sentir coupable en toute sécurité. » Je suis allée chercher mon manteau à l'entrée. Je n'ai pas pris de valise, pas de brosse à dents, pas de t-shirt. J'avais besoin que ce départ soit brut, sans mise en scène, sans logistique. Une porte qui se ferme. Point. Quand je suis sortie, la nuit était déjà tombée. Le lampadaire devant la maison diffusait une lumière jaune sur les pavés. J'ai entendu la porte se refermer derrière moi doucement. Je me suis retrouvée de nouveau dans la voiture, mais cette fois je n'ai pas conduit au hasard. J'ai roulé jusqu'à un Ibis Budget près de la Nationale. Un de ces hôtels impersonnels faits pour les commerciaux en déplacement, avec un parking un peu triste, une réception qui sent le désinfectant et un distributeur de boissons tièdes dans le hall. La réceptionniste m'a demandé mon nom, m'a fait remplir une fiche, j'ai payé sans vraiment regarder le montant. La chambre était petite, fonctionnelle, propre. Un lit, un bureau, une télé. Des murs blancs sans photo. Un silence presque complet. Je me suis assise sur le bord du lit et j'ai retiré mes chaussures. Je me suis allongée, les yeux fixés sur le plafond. J'ai pensé à toutes les nuits où j'étais rentrée tard, où j'avais glissé dans notre lit en essayant de ne pas la réveiller, ignorant qu'un autre corps l'avait touchée pendant que je commentais des tableaux de chiffres. La colère est montée, enfin. Pas une colère explosive, pas une colère qui fait hurler, une colère lourde, profonde, qui s'infiltre partout comme de la fumée. Laurent avait détruit la frontière entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Camille avait détruit ce qui restait de confiance dans ma capacité à rendre quelqu'un heureux. Et moi, j'avais détruit tout équilibre en croyant qu'aimer quelqu'un suffisait, même quand on ne lui offrait plus de temps. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire le lendemain. Divorcer, laisser une chance, tout brûler, tout geler. Je savais seulement que, pour la première fois depuis 8 mois, je dormais dans une pièce où rien n'avait été infecté par leurs mensonges. Je me suis endormie comme ça, habillée, la lumière éteinte, le cœur lourd, la tête vide. Le lendemain matin, les choses n'avaient pas magiquement changé. Je n'ai pas eu de révélation sous la douche, pas de vérité qui tombe du ciel pendant que je bois le café instantané du distributeur. J'ai juste su une chose. Je ne pouvais pas continuer avec un trou noir dans le ventre, à tourner en rond entre un patron coupable et une femme en larmes. Il fallait que j'aille chercher quelque chose auprès de Camille.
Pas une excuse, pas une justification, une vérité honnête, même si cette vérité devait tuer ce qu'il restait de nous. J'ai repris la route de la maison. La lumière du matin blanchissait les façades. Des gamins traînaient leurs cartables vers l'école, accompagnés de parents pressés. Des vélos slalomaient entre les voitures. Des volets s'ouvraient. La banalité du monde contrastait violemment avec ce qui se jouait en moi. Camille était assise à la table de la cuisine quand je suis entrée. Une tasse de café froid devant elle. Des cernes, les yeux gonflés, elle a sursauté en m'entendant arriver, puis s'est levée si brusquement que la chaise a raclé le carrelage. « Tu es rentrée » a-t-elle soufflé. « On doit finir cette conversation » ai-je dit, sans répondre à autre chose. Nous nous sommes assis face à face. Le frigo ronronnait dans le fond. Une voiture passait de temps en temps dans la rue. « Je ne vais pas te demander de plaider ta cause » ai-je commencé. « Je ne suis pas un juge. Je veux juste comprendre exactement où j'en suis. Donc, je te demanderai de répondre sans chercher à arranger quoi que ce soit, d'accord ?» Elle a hoché la tête, la gorge serrée. « Est-ce que tu es amoureuse de lui ?» ai-je demandé. « Non » a-t-elle répondu immédiatement, presque trop vite. « Non, je ne l'ai jamais été. C'était autre chose. »« Quoi ?» ai-je insisté. Elle a cherché ses mots. Une fuite, a-t-elle dit finalement, une façon de ne pas penser à ce que j'étais en train de perdre avec toi, une façon de me sentir encore capable de plaire, de susciter quelque chose, de ne pas être juste celle qui attend sur le canapé. Je n'ai jamais projeté de construire quoi que ce soit avec lui. Est-ce que tu as déjà imaginé ta vie avec lui ? Ai-je demandé. Elle a hésité, puis a secoué la tête. Non, a-t-elle répété, je n'ai jamais voulu ça. Est-ce que tu as, ne serait-ce qu'une fois, pensé à me le dire avant que lui ne craque ? Ai-je enchaîné. Une seule fois où tu t'es dit « ce que je fais est tellement grave qu'il faut que je l'avoue à Julien ». Cette fois, elle n'a pas répondu tout de suite. Ses yeux ont vacillé. Ses doigts ont joué nerveusement avec l'anse de la tasse. « Non », a-t-elle admis enfin, dans un souffle. « Je voulais que ça s'arrête et que tu ne saches jamais. Je pensais qu'on pourrait repartir, faire comme si ces mois-là n'avaient pas existé. » Ce qu'elle venait de dire n'avait rien de surprenant, et pourtant, l'entendre, clairement, articulé, a mis quelque chose au point en moi. « Merci », ai-je dit doucement. « C'est la seule phrase totalement honnête que tu m'aies donnée depuis longtemps. » Elle a fermé les yeux comme si ça faisait plus mal que tout le reste. « Je veux qu'on essaye de sauver ce qu'il reste », a-t-elle dit en rouvrant les yeux. « Je suis prête à tout. Thérapie de couple, séparation temporaire, règles, cadres, ce que tu veux. Je ne cherche pas à minimiser ce que j'ai fait, Julien. Mais si tu me dis que c'est terminé, là, tout de suite, je... » Sa voix s'est brisée. « Tu quoi ?» ai-je demandé, sans méchanceté particulière. « Je m'effondre » a-t-elle murmuré. « Je sais que je ne mérite pas ta pitié, mais je t'aime encore. Et je sais que c'est ridicule de dire ça après ce que j'ai fait, mais c'est vrai. » Je l'ai regardé en silence. « Tu m'aimes » ai-je répété. « Mais tu m'as laissé vivre 8 mois avec un mensonge à la place du cœur. Tu as laissé mon patron décider de mon avenir professionnel en sachant très bien qu'il passait ses nuits à décider de choses bien plus intimes avec toi. Tu as partagé notre lit, notre table, nos vacances, nos dimanches, avec ce poids-là sur ta poitrine. Et tu veux que je me dise quoi exactement ? Que tu as seulement dérapé ?» Elle a éclaté en sanglots plus francs, secouée de spasmes. « Je ne te demande pas de te dire quoi que ce soit, » a-t-elle balbutié. « Je ne te demande pas de me pardonner, pas maintenant, peut-être jamais. Je te demande juste de ne pas condamner tout ce qu'on a été à cause de ce que j'ai fait. » Je me suis levée. « Ce n'est pas moi qui ai condamné quoi que ce soit, » ai-je répondu. « Tu l'as fait toute seule il y a 8 mois. Le problème, c'est que tu ne te rends compte de la sentence que maintenant. » Je me suis dirigée vers le couloir. Elle s'est levée aussi, paniquée. « Tu vas où ?» a-t-elle demandé. « Je ne sais pas exactement, » ai-je dit, « mais je sais que je dois d'abord me retrouver moi avant de décider si la version de moi qui sortira de tout ça pourrait vivre avec la version de toi qui a fait ça. » Elle s'est appuyée contre le dossier de la chaise, comme si ses jambes ne la portaient plus. Je me suis arrêtée une seconde, la main sur la poignée. « Je ne te promets pas que c'est fini, » ai-je ajouté. « Je ne te promets pas non plus que ce ne l'est pas. Ce que je peux te promettre en revanche, c'est que pour la première fois depuis longtemps, mes décisions ne seront plus dictées ni par les exigences de mon patron, ni par ta peur de me perdre. Elles seront les miennes. Et ça, tu vas devoir l'accepter. »
Je suis sortie. Dehors, l'air était frais, le ciel bleu pâle. Un voisin promenait son chien et m'a salué comme si de rien n'était. Je lui ai rendu son salut par automatisme. Je ne savais pas encore si j'allais appeler un avocat, un thérapeute, ma sœur ou personne. Je ne savais pas si, dans un an, je me compterais parmi les divorcés amers qui boivent des demi au comptoir d'un bar de quartier en parlant de pension alimentaire, ou parmi ces couples cabossés qui ont réussi, on ne sait comment, à recoller des morceaux. Je savais seulement une chose, simple, brutale, mais étrangement apaisante. Pendant 8 mois, d'autres gens avaient écrit mon histoire à ma place, dans mon dos, en utilisant mon temps, mon absence, mes failles. À partir de ce jour-là, la plume revenait dans ma main. Et même si je ne savais pas encore quoi en faire, c'était déjà un début.